Imaginez un peu. Dehors, il fait un froid de loup et la tempête fait rage. Mais dans votre cuisine, c'est une petite oasis. Du basilic parfumé, de l'aneth bien frais, du persil frisé. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Pourtant, chez 97% des gens, ce rêve se transforme en une poignée de brins pâles, étiolés et sans vie, qui pendent tristement dans leur peau. Vous vous blâmez, vous pensez que vous avez trop arrosé, pas assez, ou que vos graines étaient de mauvaise qualité. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'erreur fatale qui ruine votre potager d'hiver n'est absolument pas celle que vous croyez? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler ce secret et transformer votre rebord de fenêtre en une véritable usine à verdure. Êtes-vous prêt à découvrir ce que vous avez fait de travers pendant tout ce temps? Je vous assure, la réponse va vous surprendre. Chaque automne, des milliers de personnes décident de prolonger l'été à la maison. L'idée est géniale. Des herbes fraîches à table, des économies au supermarché et un hobby agréable qui embellit la vie. Plein d'enthousiasme, nous achetons de jolis pots, le meilleur terreau, des graines d'élite. Nous plaçons tout ça sur l'endroit le plus lumineux selon nous, le rebord de fenêtre orienté au sud. Et nous attendons le miracle. Les premières pousses apparaissent, c'est encourageant. Mais c'est là que commence le flétrissement, si familier à beaucoup. Les plantes s'étirent, pâlissent, s'affaiblissent et finissent par mourir. On essaye encore, on change la stratégie d'arrosage, on fertilise, on déplace les pots. Mais le résultat ne change pas. Ce cycle de déception en décourage beaucoup, les poussant à croire au mythe qu'il est impossible de cultiver quoi que ce soit de décent en intérieur l'hiver sans équipement sophistiqué et connaissances spécifiques. Mais en réalité, la racine du problème n'est qu'une seule chose. Et c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Commençons par le coupable le plus désigné, un arrosage inadéquat. C'est la première erreur classique de tous les jardiniers débutants. Quand on voit les feuillules flétries, soit on se rue sur l'arrosoir en panique, soit au contraire, on pense qu'on a trop arrosé et on laisse la terre se dessécher complètement, jusqu'à l'état de désert. Les deux attitudes sont une impasse. Oui, l'excès d'eau comme la sécheresse sont dévastateurs pour les plantes. Mais en hiver, ils ne sont presque jamais la cause première du problème. Ils n'en sont que la conséquence. Imaginez que votre plante est une petite usine vivante. Pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, elle ne peut pas absorber l'eau et les nutriments du sol. Ainsi, peu importe vos efforts d'arrosage, si le processus énergétique principal est perturbé, les racines n'absorberont tout simplement pas l'humidité. Soit elles commenceront à pourrir dans la terre trop humide, soit la plante se desséchera, même si le substrat reste mouillé. Par conséquent, avant de régler l'arrosage, vous devez trouver cet interrupteur qui déclenche tout le mécanisme de survie et de croissance de la plante. Ok, si l'arrosage n'est pas le problème, peut-être que la faute incombe à la terre, au substrat. J'ai peut-être pris un terreau de mauvaise qualité, pauvre en nutriments essentiels. C'est une bonne hypothèse tout à fait valable. La qualité du substrat est bien sûr cruciale. Une bonne terre aérée et riche en éléments nutritifs, c'est la base pour développer un système racinaire sain. Mais revenons à notre analogie de l'usine. On a beau bâtir l'atelier le plus moderne et y importer les meilleures matières premières, c'est-à-dire, pour nous, tous les nutriments présents dans le sol. Si le courant est coupé, aucune machine ne fonctionnera. C'est exactement pareil avec la plante. Même dans le sol le plus fertile, elle ne pourra pas assimiler toutes ces substances si elle n'a pas l'énergie nécessaire pour les transformer. D'ailleurs, un excès d'engrais dans de telles conditions peut même être néfaste. Cela crée une concentration de sel trop élevée dans le sol, ce qui brûle littéralement les racines déjà affaiblies. Alors oui, le substrat est important, mais ce n'est pas cette erreur principale et fatale qui vient ruiner tous nos espoirs de récolte hivernale. Passons au troisième mythe populaire, la température et les courants d'air. Vous vous dites, j'ai sûrement donné un coup de froid à ma plante en aérant la pièce. Ou à l'inverse, l'air du radiateur est beaucoup trop sec, il a tout desséché. Encore une fois, ces pensées contiennent une part de vérité. Les chocs thermiques soudains et l'air sec provoqué par le chauffage central sont, c'est vrai, une source de stress majeure pour n'importe quelle plante. Ils peuvent l'affaiblir
et la rendre plus vulnérable aux maladies. Mais attention, ils ne sont pas la cause principale de sa mort. Une plante saine et vigoureuse, qui reçoit toute l'énergie nécessaire, est capable de résister à ces facteurs défavorables. Elle s'adapte sans problème. Par contre, une plante affaiblie ou en manque de nourriture ne survivra pas au moindre courant d'air. C'est la même chose que pour nous. Les humains, si vous êtes en pleine forme, une légère brise ne vous fera rien. Mais si vous êtes épuisé, le moindre courant d'air froid peut vous rendre malade. Les courants d'air et l'air sec sont donc plutôt des ennemis secondaires qui achèvent une victime déjà affaiblie. Notre mission est de démasquer le véritable coupable. Bien, nous avons écarté les causes les plus évidentes. L'arrosage, le terreau, la température. Qu'est-ce que c'est alors? Il est temps de révéler le secret. La principale, l'erreur fondamentale et la plus sous-estimée lorsque vous cultivez des herbes aromatiques en intérieur l'hiver, c'est une méconnaissance catastrophique des besoins de la plante en lumière. C'est la lumière qui est la véritable électricité, l'énergie de notre usine végétale. Le processus de photosynthèse qui transforme la lumière, l'eau et le dioxyde de carbone en nourriture est le fondement même de la vie de tout organisme vert. Et en hiver, sous nos latitudes, la lumière devient un véritable problème. Pour nous, humains, il nous semble que si une pièce est suffisamment éclairée pour lire sans lampe, alors la plante a assez de lumière. Mais c'est une erreur colossale. L'œil humain est un organe incroyablement adaptable. Or, pour une plante, un simple « il fait jour » n'a aucune signification. Elle a besoin de paramètres précis, l'intensité, la durée et le bon spectre lumineux. Et en hiver, aucune fenêtre, même la plus ensoleillée, ne peut fournir ces trois conditions simultanément. Démontons le mythe de la fenêtre plein sud. Beaucoup la considèrent comme la panacée universelle. Ils disent « mes fenêtres sont orientées au sud, j'ai toute la lumière nécessaire ». Mais examinons cela sous l'angle de la physique et de la biologie. Premièrement, parlons d'intensité. En hiver, le soleil est bas sur l'horizon. Ses rayons traversent l'atmosphère avec un angle très aigu, perdant une partie colossale de leur énergie en chemin. Même lors du midi le plus clair de décembre, l'intensité lumineuse juste derrière votre vitre sera des dizaines de fois inférieure à celle d'une journée de juillet, même si celle-ci est nuageuse. Deuxièmement, il y a le verre. Les vitres standards et surtout le double vitrage moderne filtrent et bloquent une partie significative des ultraviolets, ainsi que d'autres spectres lumineux essentiels à la croissance des plantes. Troisièmement, la durée. En décembre, la journée ne dure que 7 ou 8 heures, alors que la plupart des cultures gourmandes en lumière, comme le basilic ou l'aneth, nécessitent entre 12 et 16 heures de lumière pour un développement normal. En fin de compte, votre plante, même devant une fenêtre orientée au sud, reçoit une ration lumineuse courte, faible et incomplète. C'est suffisant pour survivre, mais absolument pas assez pour garantir une croissance saine et un développement optimal. Arrêtons-nous un instant sur l'intensité lumineuse, ou, dans le jargon scientifique, l'éclairement. Elle se mesure en lux, ou, ce qui est plus approprié quand on parle de plantes, en micromoles par mètre carré et par seconde. Inutile de se perdre dans des formules compliquées. Pour vous donner un ordre d'idée, un bouquet d'anettes a besoin d'au moins 5 à 6 000 lux pour une croissance normale. Or, par une belle journée d'hiver, sur un rebord de fenêtre orienté plein sud, vous atteindrez péniblement 1500 à 2000 lux au maximum, et ce, uniquement pendant 1 ou 2 heures en milieu de journée. Et si le temps est couvert, ce qui est la norme en hiver, l'éclairement dégringole à 500 ou 700 lux. Pour la plante, c'est presque l'obscurité la plus complète. C'est l'équivalent de vouloir recharger une batterie puissante avec une toute petite pile. L'énergie ne suffit qu'à maintenir les processus vitaux de base. Toute idée de croissance, de développement ou d'accumulation de masse verte est absolument exclue. La plante est en mode de famine énergétique permanent. Elle consomme plus de ressources pour sa simple survie qu'elle n'en tire de ce faible soleil d'hiver. Attardons-nous maintenant sur la durée de l'éclairement, qu'on appelle la photopériode. Ce facteur est tout aussi crucial que l'intensité lumineuse elle-même. Les plantes
sont des organismes vivants dotés d'une horloge biologique interne extrêmement précise. Elles savent distinguer le jour de la nuit et activent différents processus biochimiques en fonction de l'heure. Pour la plupart des végétaux, une courte durée de jour est un signal d'alarme. L'hiver était là, il est temps de se mettre en dormance et d'économiser les ressources. Même si, par miracle, vous fournissiez à la plante une lumière extrêmement vive, mais seulement pendant 8 heures, elle ne se développerait toujours pas activement. Elle resterait en état de repos. Imaginez qu'on vous donne une nourriture très savoureuse et nutritive, mais une seule fois par jour, en très petites portions. Vous ne mourrez pas de faim, certes, mais vous n'aurez pas non plus l'énergie nécessaire pour être pleinement actif. C'est précisément pourquoi il est essentiel non seulement de fournir aux plantes une lumière brillante, mais aussi de les éclairer assez longtemps. Il faut prolonger artificiellement leurs étés jusqu'à atteindre les 12, 14, voire 16 heures pour certaines variétés. Et le troisième pilier de la bonne santé des plantes, c'est le spectre lumineux. La lumière du soleil est composée d'ondes de différentes longueurs, que nous percevons comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Or, pour la photosynthèse, les plantes n'ont pas besoin de toutes les couleurs. Les plus essentielles sont le bleu et le rouge. Le spectre bleu est crucial pour le développement du système racinaire et l'accumulation de masse verte. Il permet d'avoir des tiges courtes et robustes, ainsi que des feuilles plus denses. Quant au spectre rouge, il est indispensable pour stimuler la floraison et la fructification. La lumière naturelle du soleil contient tous ces éléments dans un équilibre parfait. Mais là, comme nous l'avons mentionné, le verre de nos fenêtres filtre une partie de ce spectre. Quant aux ampoules d'éclairage intérieur classiques que nous utilisons tous les jours, leur spectre est totalement inadapté. Elles sont riches en jaune et en vert, des couleurs que les plantes n'utilisent pratiquement pas. Éclairer vos plantes avec une ampoule standard, c'est un peu comme essayer de nourrir un humain avec du foin. C'est techniquement de la nourriture, mais elle est totalement inutilisable par l'organisme. C'est pourquoi, pour l'éclairage d'appoint de vos végétaux, vous avez besoin de lampes pas spéciales, les lampes horticoles ou phytolampes. Alors, que se passe-t-il exactement lorsqu'une plante souffre d'un déficit lumineux critique sous tous ses aspects? Elle engage une lutte désespérée pour sa survie. Son objectif principal devient d'atteindre la source lumineuse coûte que coûte. C'est là qu'un mécanisme spécifique s'enclenche, l'étiolation. La plante va alors consacrer toutes ses maigres ressources à la croissance de sa tige vers le haut. Les entrenœuds, c'est-à-dire les espaces entre les feuilles, deviennent anormalement longs. La tige elle-même est fine, mince et fragile. Quant aux feuilles, elles sont petites, pâles, presque jaunes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie disponible pour produire la chlorophylle, ce pigment vert essentiel à la photosynthèse. Au final, on se retrouve face à ce spectacle désolant. Un être long, chétif, blafard, qui s'écroule au moindre contact. Ce n'est plus vraiment une plante, mais plutôt son cri d'alarme. Elle nous signale clairement « Je manque de lumière, je meurs de faim ». Dans cet état, continuer de l'arroser ou de lui donner de l'engrais ne fera qu'accélérer sa perte. Alors, on a identifié l'ennemi numéro 1, le manque de lumière. Parlons maintenant de notre arme principale pour le combattre, les lampes horticoles. Lorsque vous commencerez vos recherches, vous allez tomber sur 2 grands types, les lampes bicolores qui émettent une lumière rose-violet et les lampes à spectre complet dont la lumière ressemble à la lumière du jour, blanche ou légèrement jaunâtre. Les lampes bicolores n'émettent de la lumière que sur les 2 pics les plus cruciaux pour la photosynthèse, le bleu et le rouge. Elles sont très efficaces du point de vue de la plante et très économes en énergie, car elles n'utilisent pas d'électricité pour les spectres verts et jaunes, inutiles au développement végétal. Cependant, leur lumière spécifique peut être inconfortable pour l'œil humain et déformer l'apparence naturelle des plantes. Les lampes à spectre complet, quant à elles, imitent la lumière du soleil en comprenant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elles sont légèrement moins efficaces en termes de consommation d'énergie, mais en contrepartie, elles offrent un éclairage confortable pour les yeux
et permettent d'évaluer correctement l'état de santé de votre végétation. Alors, quel type de lampe choisir? Pour votre salon ou toute pièce où vous passez de longs moments, les lampes à spectre complet sont sans aucun doute la meilleure option. Elles ne vous fatigueront pas les yeux et s'intégreront harmonieusement à votre intérieur. Vous pourrez admirer vos plantes et voir leur véritable couleur saine et naturelle. Par contre, si vous installez votre mini potager dans une pièce séparée, un cellier, un placard ou sur une étagère fermée, vous pouvez tout à fait opter pour des lampes bicolores. Elles vous donneront d'excellents résultats tout en consommant moins d'énergie. Ces dernières années, le marché a vu l'apparition des lampes multispectrales. Celles-ci, en plus du bleu et du rouge, intègrent d'autres spectres, notamment l'infrarouge, lointain et les ultraviolets. On dit qu'elles stimulent encore mieux la croissance et le développement des plantes. Mais pour commencer, et si vous cultivez de simples herbes aromatiques ou légumes verts, une lampe de qualité, qu'elle soit à spectre complet ou bicolore, suffira amplement. L'important, c'est d'en avoir une. La prochaine question cruciale concerne la puissance de la lampe. C'est ici que les débutants risquent de tomber dans un piège. La plupart des fabricants et des revendeurs indiquent la puissance en watts. Or, il faut savoir que le watt est l'unité de la consommation électrique et non la quantité de lumière émise par la lampe. Une vieille ampoule à incandescence de 100 watts et une LED moderne de 15 watts peuvent produire la même quantité de lumière. Il n'est donc pas pertinent de se baser uniquement sur les watts. Le paramètre le plus approprié est le flux lumineux, mesuré en lumens. Mais comme nous l'avons vu précédemment, les lumens indiquent la luminosité pour l'œil humain, et non ce qui est réellement efficace pour la plante. L'indicateur le plus précis est le ppfd, soit la densité de flux de photons photosynthétiques. Cet indicateur montre le nombre de particules lumineuses utiles à la photosynthèse qui atteignent une zone donnée par seconde. Malheureusement, ce paramètre est loin d'être indiqué par tous les fabricants. Voici donc une règle simple pour les débutants. Pour une étagère de culture de légumes ou d'herbes d'environ 1 mètre de long, choisissez une lampe horticole avec une puissance LED effective d'au moins 20 à 30 watts. Acheter une bonne lampe ne suffit pas, il faut surtout la positionner correctement. C'est un point absolument crucial. L'intensité lumineuse diminue très rapidement avec la distance par rapport à la source. Si vous suspendez la lampe à 1 mètre au-dessus de vos plantes, seule une infime partie de sa lumière les atteindra. La distance optimale entre la lampe de croissance et le sommet des plantes est de 15 à 30 cm. C'est à cette distance qu'elles capteront la quantité maximale d'énergie. Cela signifie que vous devrez surélever la lampe au fur et à mesure que la végétation grandira. Il est donc préférable de prévoir un système de suspension réglable. Il est également essentiel que la lumière atteigne les plantes par le haut, afin d'imiter le soleil. Si la lampe est claire de côté, les plantes chercheront à s'étirer vers elle et risquent de se déformer. Enfin, la lumière doit couvrir uniformément toute la surface de vos plantations pour que chaque plant reçoive la même quantité d'énergie. Le dernier élément essentiel pour régler correctement votre éclairage, c'est le cycle. Comme nous l'avons déjà mentionné, les plantes ont besoin d'une journée non seulement intense mais aussi longue. Les éclairer 24 heures sur 24 est une mauvaise idée. Comme nous, les plantes ont besoin de la nuit pour se reposer et pour que certaines phases dites obscures de la photosynthèse puissent s'effectuer correctement. Le régime optimal pour la plupart des espèces végétales se situe entre 14 et 16 heures de lumière par jour. Allumer et éteindre la lampe manuellement tous les jours est à la fois fastidieux et peu fiable. Vous risquez d'oublier de partir en week-end ou de vous réveiller trop tard. Or, les plantes adorent la stabilité et la routine. Le meilleur ami du jardinier d'intérieur en hiver, c'est tout simplement une prise programmable, qu'elle soit mécanique ou électronique. Vous réglez une seule fois les heures d'allumage et d'extinction, par exemple de 7 heures du matin à 22 heures, et vous n'avez plus à vous en soucier. L'automatisme s'occupe de tout. Ce dispositif, simple et peu coûteux,
garantira à vos plantes une photopériode stable, condition indispensable à leur bonne santé et à une croissance optimale. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque nous résolvons ce problème crucial et que nous donnons enfin assez de lumière à nos plantes. C'est la magie qui opère. Notre usine se met à tourner à plein régime. La photosynthèse active démarre immédiatement. Et d'un coup, tous les autres besoins de la plante changent. En premier lieu, le besoin en eau. Si, auparavant, votre peau pouvait rester humide pendant une semaine entière, maintenant, sous une lumière intense, la plante commence à boire activement. Elle évapore l'humidité par ses feuilles et les racines se mettent à absorber l'eau du sol avec une puissance décuplée. La terre va sécher beaucoup plus vite. Il faudra peut-être arroser tous les 2 ou 3 jours. C'est là que votre capacité à évaluer l'humidité du sol devient vraiment cruciale. Désormais, un excès d'arrosage ou une sécheresse peuvent en devenir un réel problème, car le métabolisme de la plante s'est accéléré considérablement. Vous remarquerez que votre plante, jusqu'alors dans un état léthargique et endormi, entre dans une phase de croissance explosive. Qui dit plus d'eau, dit aussi un besoin accru en nutriments. Une plante qui pousse activement est une plante qui a faim. Elle épuise rapidement toutes les substances nutritives disponibles dans le petit volume du pot. L'azote pour le développement des feuilles, le phosphore pour les racines et le potassium pour la santé générale. Alors que l'engraissage était contre-indiqué lorsque la lumière manquait, il devient désormais absolument nécessaire. Environ 2 à 3 semaines après la levée, lorsque les plantes se sont bien fortifiées sous la lampe, vous pouvez commencer les apports réguliers. Le mieux est d'utiliser un engrais liquide complet, adapté aux cultures maraîchères ou aux plantes vertes en l'appliquant toutes les 1 à 2 semaines selon les indications du fabricant. C'est précisément à ce stade, une fois que la question de l'éclairage est réglée, que la qualité du substrat et le bon choix d'engrais prennent toute leur importance. La plante dispose maintenant de toute l'énergie nécessaire pour assimiler ces nutriments et les transformer en feuilles charnues et parfumées. Prenons l'exemple concret du basilic. C'est sans doute la plante la plus capricieuse et la plus gourmande en lumière pour une culture sur rebord de fenêtre. 99% des échecs que l'on rencontre avec lui sont directement liés à l'éclairage. Sans un éclairage d'appoint puissant, le basilic se transforme en cette longue tige mince et étiolée, avec 2 ou 3 petites feuilles au sommet, qui n'a ni saveur ni parfum. Mais placez-le sous une bonne lampe horticole à spectre complet pendant 16 heures par jour, et vous assisterez à un miracle. En 1 semaine à peine, il commencera à émettre des pousses latérales. La tige deviendra épaisse, robuste, avec des entrenœuds courts. Les feuilles seront grandes, d'un vert foncé, gorgées d'huile essentielle. Pincez l'extrémité de la tige et il se mettra à se ramifier encore plus intensément. Avec un éclairage adapté, un arrosage opportun et des nutriments réguliers, vous pourrez cultiver sur votre rebord de fenêtre un véritable buisson de basilic, assez dense et généreux pour vos salades comme pour préparer de grandes quantités de pesto. Et si on parlait des micro-pousses? C'est un domaine vraiment très en vogue actuellement. On pourrait croire que c'est le plus simple. On sème les graines sur un tapis, on arrose, et la récolte arrive en 1 semaine. Globalement, c'est vrai, mais même ici, la lumière a un rôle crucial à jouer. Certes, au stade initial de la germination, la plupart des graines n'ont pas besoin de lumière, mais dès l'apparition des premières feuilles, les cotylédons, elles ont immédiatement besoin d'énergie pour la photosynthèse. Si l'éclairage est insuffisant, vos micro-pousses vont s'étioler, devenir pâles et aqueuses. Elles n'auront pas cette concentration en nutriments, ni ce goût pour lesquels on les cultive. Évidemment, elles n'exigent pas des lampes aussi puissantes que celles nécessaires à un pied de basilic adulte. Mais une bonne lampe de culture LED, positionnée juste au-dessus du support, améliorera considérablement la qualité de vos micro-pousses. Les jeunes plants seront courts, trapus, dotés de feuilles aux couleurs éclatantes et d'une concentration maximale en vitamines. Pour résumer, voici le principe fondamental d'un jardin d'hiver réussi sur votre rebord de fenêtre. D'abord la lumière, et seulement ensuite tout le reste. Ne perdez ni votre temps,
ni votre énergie à chercher le terreau idéal, à calculer les millilitres d'eau ou à choisir les engrais, tant que vous n'avez pas garanti à vos plantes la source essentielle de leur survie. La lumière est le fondement, la base sur laquelle reposent tous les autres aspects de l'entretien. Sans elle, tout le reste n'a aucun sens. Dès que vous aurez installé une bonne lampe et paramétré le bon rythme d'éclairage d'appoint, vous constaterez que 90% des problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Vos pousses cesseront de s'étioler, commenceront à pousser activement, et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez perfectionner votre technique d'arrosage et de fertilisation. Retenez bien ceci, en hiver, sur un rebord de fenêtre, il n'y a jamais trop de lumière. Votre mission principale est de transformer votre sombre rebord en une véritable succursale d'une journée d'été ensoleillée. Pour conclure, faisons un dernier point essentiel. La principale erreur que nous faisons tous, c'est l'anthropocentrisme. Nous jugeons des besoins d'une plante en fonction de nos propres sensations humaines. S'il fait clair pour nous, nous supposons qu'il en est de même pour elle. Or, le monde végétal obéit à d'autres règles, aux lois de la physique des photons et de la biochimie de la chlorophylle. En comprenant et en acceptant cela, vous accédez à un tout nouveau niveau d'horticulture d'intérieur. Vous cessez d'être un simple arroseur de plantes pour devenir l'ingénieur d'un petit écosystème où vous contrôlez la source d'énergie principale. Cette connaissance vous permettra non seulement d'obtenir une récolte stable de verdure fraîche toute l'année, mais elle vous offrira également une compréhension bien plus profonde de la vie des plantes. Votre jardin d'hiver sur le rebord de la fenêtre n'est pas seulement un pot rempli de terre, c'est une petite expérience scientifique qui, avec la bonne approche, se termine toujours par un résultat délicieux et bénéfique. N'ayez pas peur de la lumière, offrez-la à vos plantes, et elles vous le rendront au centuple. Bon, résumons un peu. On a tendance à blâmer tout et n'importe quoi pour nos échecs de culture. Le mauvais arrosage, le substrat inadapté, ou même les courants d'air. Mais en réalité, le coupable principal, le tueur implacable de nos potagers d'hiver, c'est l'obscurité. Attention, je ne parle pas de l'obscurité visible à l'œil nu, mais de cette famine énergétique que subissent nos plantes sur nos rebords de fenêtres tristounées. Journées courtes, soleil rasant, vitres qui filtrent la lumière, tout cela crée des conditions incompatibles avec la survie normale de la plupart des variétés de verdure. Et la seule façon de corriger le tir, c'est de reprendre le contrôle total de la lumière. La lampe horticole, ce n'est pas un luxe, ni un équipement complexe réservé aux professionnels. C'est simplement un soleil artificiel, indispensable à la survie de vos plantes pendant l'hiver. En réglant le problème de la lumière, vous résolvez 90% de tous vos autres soucis de culture. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Parlez-moi en commentaire de votre pire échec en matière de culture de verdure en intérieur pendant l'hiver. Partageons nos expériences